Jeudi 21 janvier 2021, bienvenue dans le 21e épisode du TSLH Podcast. L'alignement partant de ce soir, Max, Pascal et moi-même, comme à l'habitude. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'une petite nouveauté autour du TSLH Podcast. Étant donné qu'on n'offre pas de live pour nos épisodes, on cherchait une façon d'entrer en contact, si on veut, avec nos auditeurs, avec les gens qui écoutent les émissions, puis qui aimeraient commenter ou poser des questions. Pour ce faire, on a décidé de lancer un salon Discord. C'est quoi Discord? C'est une application que vous pouvez aussi avoir accès sur votre portable. En accédant au salon du TSLH Podcast, vous pouvez laisser vos commentaires sur l'épisode qui est disponible. Vous pouvez poser vos questions aux chroniqueurs du TSLH Podcast qu'on va répondre dans le prochain épisode, évidemment. Puis pour accéder à ce fameux salon Discord, vous avez simplement à consulter le lien dans la description de l'épisode actuel. À chaque épisode, il va y avoir un nouveau lien, donc une nouvelle place pour venir discuter avec nos chroniqueurs ou simplement discuter avec les autres auditeurs. Au menu ce soir dans l'épisode, on va assurément parler du début de saison du CH parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de positifs, mais quand même, on ne s'emballera pas après un début de saison. Mais on peut le dire, il y a beaucoup de positifs autour du début de saison du Canadien. On va aussi parler ailleurs à travers la Ligue nationale parce que, évidemment, il y a 30 autres formations dans le circuit Bettman. Donc, on va faire un petit tour d'horizon sur la Ligue nationale. Mais évidemment, on va commencer avec la Sainte Flanelle. Messieurs, début de saison du Canadien, ça sent-tu à coupe ou ça sent pas à coupe? Moi, je dirais que ça sent pas si pire. C'est correct comme réponse, ça. C'est pas trop négatif, pas trop optimiste. Ça sent correct. Ça sent les séries. Ça sent Ouais. la bataille pour les séries. On va dire ça. On va rester calme. Ça sent le Calder. Voilà, là, pars-moi pas, Pascal. Là. Jake Evans. Ouais, non, mais OK, moi, je vais déjà d'entrée de jeu, je vais parler parce que mon coloc m'a dit, je disais que j'allais faire un podcast, puis il m'a dit, je te donne le défi de dire au moins 3 choses positives sur le Canadien. Donc là, je dois réagir à ça. Donc, je vais d'entrée de jeu dire 3 choses positives sur le Canadien. Comme ça va être fait, puis je vais pouvoir me laisser aller pour la suite. Donc, première chose positive, le jeu de Jake Evans. Ouais. Je pense que c'est, à part le match contre Toronto au niveau des mises au jeu, que ça a été très difficile, mais ça, je pense que ça a été le cas pour pas mal tout le monde. Donc, on n'en fera pas tout un plat. Le jeu de Jake Evans, très impressionnant pour un jeune de son âge, sa maturité, son jeu sur les désavantages numériques, sa vitesse. Il est dangereux même en désavantages numériques. Donc, je mets une belle étoile dans le cahier de Jake Evans. Deuxième point positif, deuxième étoile ce soir pour moi, je dirais le jeu de Jeff Petrie. Je pense qu'on peut pas reprocher grand-chose à Jeff Petrie en ce moment. Il est d'attaque offensivement. Il fait du beau travail défensivement aussi. C'est le défenseur numéro 1 du Canadien actuellement, sans aucun doute dans ma tête. Depuis combien de saisons c'est défenseur numéro 1? Depuis une ouais, saison, pour moi, c'est déjà fait, mais il y a des gens, je pense, qui ont un petit peu de difficulté encore à se défaire du fait que pour eux, chez Weber est le défenseur numéro 1, puis je peux comprendre, mais je pense que cette année, on a vraiment la preuve sans aucun doute que Jeff Petrie est le meilleur défenseur du Canadien. Et la troisième étoile, je la donnerais au trio Suzuki, Drouin, Anderson, particulièrement ça serait facile de dire particulièrement à Nick Suzuki parce qu'il joue excessivement bien. Ça serait facile de dire à Josh Anderson parce qu'il joue très bien aussi, mais on s'en attendait. La question, c'était Jonathan Drouin, comment il allait réagir. Et jusqu'à maintenant, Jonathan Drouin réagit super bien cette saison. Je veux même pas parler du but contre les Oilers, on s'en fout, là. Avec le jeu que Jonathan Drouin nous offre cette saison jusqu'à maintenant. Chapeau à Jonathan Drouin et j'espère que ça va se poursuivre. Donc voilà, mes 3 choses positives sur le Canadien sont dites. Donc je vais pouvoir me remettre à chialer. En tout cas, mention honorable à Romanov, je dirais, mais bon. Ouais, OK, ouais.
Ouais, ben, c'est parce que je sais qu'on va en parler plus tard probablement, Ouais, mais effectivement, Romanov fait très bien, un peu au-dessus de ce que j'avais comme attente. Mais pour revenir à Jake Evans, enfin un jeune qu'on place premièrement à la bonne chaise, puis deuxièmement qu'on a des attentes hyper réalistes. Tu sais, on le sait, là, Jake Evans, c'est un excellent quatrième centre, puis il pourrait devenir éventuellement un troisième centre, de la façon qu'il joue, mais sincèrement, moi, je suis fasciné par la maturité dans son jeu pour un jeune joueur, puis tu sais, on pourrait chialer des décisions de Claude Julien en prolongation quant à son choix de joueur à envoyer sur la patinoire. Mais personnellement, envoyer un Jake Evans en prolongation avec, disons, un joueur un peu plus offensif, mais tu le sais qu'Evans va être solide défensivement, j'aurais aucunement de la misère avec ça. Aucunement. J'aime vraiment beaucoup Evans. J'aime ce que Joël Bouchard a fait de Jake Evans. J'aime ce qu'il peut apporter. Il apporte quelque chose de différent dans cette formation-là. Puis c'est également dans mon cahier d'étoiles, là, Jake Evans, il est très haut aussi. Là. Et je suis sûr qu'après chaque match, Joël Bouchard texte ou bien appelle Jake Evans puis qu'il est vraiment fier de lui puis qu'il le félicite puis tout. Ce que j'ai aimé de Jake Evans, c'est oui son jeu défensif, mais il y a quand même un petit peu d'offensive dans son jeu. Il y a une très bonne vision puis beaucoup plus de rapidité que quand il était dans NCAA, sérieusement, là, et il s'est vraiment bien développé. Il a changé son jeu quasiment du tout au tout quand il est arrivé à Laval, puis pour le mieux. Il est vraiment rendu un professionnel accompli, puis je suis vraiment content de voir le produit, comme vous avez dit, le produit qu'on voit sur la glace présentement, qui amène la profondeur vraiment importante pour le Canadien au centre. Là, il nous fait oublier solidement Nate Thompson, puis tous les centres d'aubaine que Bergevin il signait là, dans les dernières années. Là, on n'a plus besoin de d'aubaine à moins d'1 million. Là. On a Jake Evans, puis on va le développer, puis éventuellement il va être troisième centre, puis c'est tout. Là. Exact, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En ce moment, c'est un très bon quatrième centre, mais je pense qu'avec la vitesse qu'il a actuellement, avec le flair, le hockey IQ qu'on voit en lui actuellement, ça peut très bien, Jake Evans, devenir un bon troisième centre dans la Ligue nationale. Puis je peux juste féliciter l'organisation pour son développement. Je pense que c'est l'exemple parfait d'un très bon développement. On a été très patient et je pense qu'à l'avenir, on va peut-être devoir prendre un peu de notes, là. Se dire, hey, on regarde ça, ça a bien été. Puis tu sais, je comprends aussi que le contexte permettait ça parce que on l'a dit, c'est pas un gars envers qui on avait des grandes attentes parce que tout simplement parce que c'est pas un gars qui a un potentiel qui nous permet d'avoir des très grandes attentes. Mais je pense que ça a vraiment permis, ça a été positif dans le sens où on a pu être patient et là, on voit ce que ça donne. Puis ça donne des très belles choses. Je pense que c'est un des joueurs qui surprend le plus cette année avec le Canadien. C'est un des joueurs qui a un impact des plus positifs. Il fait pas grand-chose de mal là, sur la glace, Jake Evans. Il fait tout bien. Mais tu sais, encore une fois, c'est là qu'on voit que les attentes ont un grand rôle à jouer dans notre perception d'un joueur. Parce que là, on n'avait pas d'attente. C'est ça. Parce que là, on n'avait pas d'attente envers Jake Evans. On n'est que surpris, on ne peut qu'apprécier son jeu. Donc vraiment chapeau aux Canadiens, faut le dire, pour le développement de Jake Evans et chapeau à Jake Evans pour son propre développement aussi. Puis ça fait un contraste avec la situation de Ryan Poehling quand il a fait son match de 3 buts plus 1. C'est les attentes étaient tellement élevées qu'il nous a juste déçus à partir de ce moment-là. Mais c'était nos attentes, les problèmes, pas nécessairement le joueur. Il y a eu certains problèmes aussi, là, mais t'as tellement raison au niveau, quand tu dis au niveau des attentes, c'est ce qui fait la différence dans son dossier comparativement à Poehling, que je suis content qu'il ait pris sa place. Là. Ça enlève tellement de pression en ce moment à Poehling pour performer et tout. Là. C'est que là, à cette heure, Poehling, il peut prendre son temps de se développer parce que de toute façon, Evans est là. Il sera pas rushé Poehling en ce moment. Là. C'est Evans est là, puis c'est tout, puis ça va être ça. Puis c'est ça. Donc, bien content. Jake Evans, par contre, on s'entend que les attentes à son égard sont légitimes depuis son arrivée au sein du Rocket de Laval parce que moi, je me rappelle Jake Evans, sa dernière année à Notre-Dame, il y avait 46 points en 40 matchs. La saison précédente, 42 points en 40 matchs. De mémoire, là, les attentes envers Evans à ce moment-là, c'était futur top 9, troisième centre, deuxième centre. On le voyait offensivement dominant, mais c'était des discours qui étaient possiblement de personnes qui ne l'avaient pas vu jouer.
sais, je peux pas vraiment m'avancer parce que Jake Evans, je l'avais pas vu jouer non plus là, à son passage à Notre-Dame. Donc, pour moi, c'était vraiment à partir de son arrivée à Laval que j'ai pu voir que c'était un excellent centre two-way. Puis, c'est vraiment à partir de là, que les attentes se sont placées plus qu'à sa dernière année NCAA, mettons. Là. C'est un choix 7e ronde aussi. Les attentes sont tout le temps moins élevées par rapport à ça aussi. Là. Ouais, mais tu sais, quand Caden Primo jouait très bien, je sais pas si vous vous souvenez, il jouait très bien en NCAA. Et puis, le discours qu'on avait, c'était Caden Primo, un vol de 7e ronde, tout comme Jake Evans. Et Evans n'était pas encore arrivé à Laval. Sinon, messieurs, autre recrue chez le Canadien de Montréal, Alexander Romanov, évidemment, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale. Moi, pour ma part, Romanov, ce qui m'impressionne le plus, tu sais, oui, c'est un défenseur qui est mobile. Oui, il démontre beaucoup de maturité dans son jeu pour une recrue de la Ligue nationale. Il semble, pour l'instant, parce que je veux pas faire de projection. J'y vais avec ce que j'observe présentement. Je trouve que il s'adapte très bien au style de la Ligue nationale présentement. Mais ce qui m'impressionne le plus de lui, c'est à quel point il peut cadrer des tirs sur le filet. Ouais. Quand il tire, c'est très rare qu'il manque la cible. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? Des retours. Puis ça peut être des retours longs, plus proches, des rondelles récupérées dans l'enclave. Ça donne des chances de marquer et, on l'a vu, ça lui donne une chance de marquer aussi. Là. C'est comme ça qu'il a obtenu son but. Là. C'était pas un tir incroyable, mais il a dirigé la rondelle au filet, puis la rondelle avait des yeux. C'est vraiment un point qui ressort beaucoup, je trouve, chez le défenseur russe. Ouais, ben tu l'as dit, un défenseur qui lance au filet, puis que le tir se rend au filet, parce que un défenseur qui tire au filet, il y a rien là. Mais qui tire au filet puis que ça se rend au filet, c'est une autre chose, parce que combien de défenseurs lancent souvent, mais que la rondelle se retrouve bloquée par des pads adverses et que ça fait un revirement. Romanov, j'ai pas vu ça arriver. Ouais, je nommerai personne, là. Mais Romanov, j'ai pas vu ça arriver. Donc oui, c'est très positif parce que, quand t'envoies une rondelle au filet, il y a que des choses positives qui peuvent se produire, là. Il y a pas de, quand la rondelle se rend au filet, il y a pas de revirement. C'est toi qui as la chance de marquer. Donc, si t'as des gars, si t'as des attaquants postés proches du filet, c'est très positif. Tu l'as dit, Romanov, son tir, là, c'était, sur son but, c'était vraiment pas le meilleur tir, là. Mais c'était un tir au filet. Il y avait un peu de circulation, mais Colin, ça a rentré. Donc, vraiment, ça, t'as parlé de sa confiance. Moi, c'est sa confiance, là, qui m'impressionne. Au début, ça me faisait peut-être même un peu peur tellement il était confiant puis que, des fois, il me donnait des cheveux blancs un peu. J'ai 19 ans, c'est pas drôle, le pauvre Claude Julien. Sa confiance, je trouvais ça très impressionnant, là. À quel point il se retrouvait face aux meilleurs attaquants des Maple Leafs à son premier match. Aucun stress à se promener sur la ligne bleue avec la rondelle qui se promène sur la ligne bleue à 1 centimètre de sortir. Il a l'air de faire ça comme s'il marchait son chien au parc. Donc, vraiment impressionnant. Je pense que mes attentes étaient à la bonne place pour Romanov. Je pense qu'il les surpasse un petit peu. Pour la suite, je me fais pas trop d'attentes. Je vais juste observer son jeu et m'amuser à le regarder, puisque on va se le dire, le Canadien nous donne un bon spectacle là, cette année. Mm-hmm. Donc, je me dis, je vais arrêter un petit peu d'essayer de suranalyser un gars comme Romanov, puis juste regarder ce qu'il peut faire, parce que pour l'instant, pas ben de raisons de chialer. Tout ce qui me donnerait des raisons de chialer, c'est les attentes des autres à son égard, qui là semblent le voir comme un sauveur. Quand, pour moi, c'est pas ça, Romanov, ça va être un défenseur qui va être fiable, qui va faire, oui, des bonnes relances, tout ça, on les a vus, ses qualités. Mais pour moi, déjà de le surélever à un niveau de sauveur, de défenseur top 2, prenons un pas de recul, continuons d'observer son jeu, d'apprécier son jeu parce qu'on a des raisons de l'apprécier, mais j'ai toujours un peu de réserve sur les commentaires, un peu à l'égard d'un Kotkaniemi, que les gens, aussitôt qu'il fait une passe, ça devient un premier centre.
Arrêtons là, de faire des projections à chaque fois qu'un gars fait une passe, là. Regardons le jeu, puis regardons le jeu d'ensemble. Parce que là, à chaque fois, s'il fallait vraiment observer chaque jeu, puis oublier les moins bons, puis juste regarder les meilleurs, puis faire des projections avec ça, puis je pense qu'il y en a qui font ça, mais c'est leur problème, là, ils ont le droit. Je pense qu'on s'en va pas à la bonne place. Donc, tout ça pour dire, amusons-nous, regardons ça. J'espère que Romanov va le devenir, ce bon défenseur top 2-là. J'en doute, mais s'il devient, tant mieux. C'est un défenseur qui est très beau à regarder jouer, puis je vais être le premier content, là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Faut vraiment tempérer nos attentes. Moi, ce qui m'impressionne le plus, tu l'as dit un peu, c'est la confiance. Puis, tu sais, on peut nommer sa mobilité, sa rapidité d'exécution. Tu sais, il prend les bonnes décisions sur la glace. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Il en fait, là, c'est pas parfait. Son premier match, il était stressé à des bouts, là. Mais, en ce moment, il s'est pas encore trop fié à sa robustesse. C'est surtout sa mobilité puis son intelligence. Puis sa robustesse va venir éventuellement. M'amener, ça va venir, puis on va faire genre, OK, on va atteindre un autre niveau. Mais l'affaire que ce qui m'impressionne le plus, c'est que j'ai rien à dire contre Kulak en ce moment. On dirait qu'il fait ressortir le meilleur de Kulak. Kulak, il n'y a aucune pression. Avec Mété, des fois, Kulak se faisait mettre dans des positions que c'était pas tout le temps facile. Puis là, Kulak, il a juste besoin de jouer au hockey, puis ça fonctionne bien. Donc, on s'est comme fait un 5e puis un 6e défenseur juste par l'arrivée de Romanov, une 3e paire fiable, puis je suis très content de ça. Puis pour la suite des choses aussi, c'est une bonne nouvelle. Enfin, on va avoir une 3e paire de défenseurs fiables, puis jeunes aussi, qu'on va pouvoir avoir quelques années, là. Donc, rien à dire là-dessus. Très content du jeu de Romanov, même si ça fait juste 4 matchs. Tu l'as dit tantôt, Max, le Canadien, cette année, il est plaisant à regarder. Puis, on le sait, on en parle souvent. Je suis pas un fan du Canadien. Je suis pas un hater du Canadien. Je me considère pas comme ça. Souvent, je me fais étiqueter comme ça parce que dans mes analyses, je suis dur envers certaines choses. On est deux. Mais Colin, non, mais je regarde, j'observe des choses, puis des choses négatives, ben je l'ai dit. Mais est-ce que ça fait de moi un hater? Non, tu sais, je veux dire, rendu là, je suis hater de 31 équipes de la Ligue nationale et je suis fan de 31 équipes de la Ligue nationale. Est-ce que c'est mauvais? Non. Exactement. Mais tu sais, cette année, c'est la première saison où je vois que le Canadien joue ce soir. Puis, je me mets devant la télévision et je regarde le match de façon très attentive. Puis, je peux même ajouter que c'est très, très plaisant de voir l'équipe aller. Tu sais, depuis quand on n'a pas eu un joueur power forward comme Josh Anderson? Depuis quand on a eu un défenseur aussi... Peut-être pas électrisant, là, parce que j'aime pas la comparaison Romanov-Subban. Là, pour vrai, non, c'est non. Ça. Tellement pas des joueurs pareils. Exact, c'est pas des joueurs pareils. Romanov est aucunement flashy comparativement à Subban. Il est charismatique, un peu comme Subban. Oui, c'est ça. Sauf que lui, ses coéquipiers l'aiment. Ben, tu sais, Romanov, il est excitant à voir aller pour d'autres raisons que Subban. Tu sais, Subban, tu le regardes, puis là, tu t'attends à une grosse fin, tu t'attends à une super grosse montée, tu te dis quasiment Colin, c'est Bobby Orr, mais non, c'est pas ça, tu sais. Romanov, c'est totalement différent, tu sais. Il est très... Dans le premier match, je disais qu'il était cool, calm and collected, puis c'est un peu l'expression que je collerais à Romanov. C'est vraiment ça. Il est calme, il est très efficace dans ce qu'il fait, puis il essaye pas de trop en faire. Ce que souvent les jeunes dans l'organisation vont essayer, c'est trop en faire. Puis Romanov, il tombe pas là-dedans, c'est ça qui est le fun. Mais grosso modo, là, mon évaluation du début de saison du Canadien de Montréal, c'est vraiment c'est excitant comme équipe. Il y a une soirée, le premier trio ne fonctionnera pas, mais le 4e va en scorer 2, tu sais. Puis il y a une soirée que le premier trio, là, ça va super bien marcher, puis le 3e trio marchera vraiment pas. Puis là, ben, c'est là qu'on va commencer à couvrir KK, tu sais, parce que c'est à cause de Toffoli, puis Armia s'il est pas bon, là. Mais tu sais,
je dérape un peu parce que je sais que ça va finir qu'on va déraper sur le sujet KK, là, mais tout ça pour dire que le Canadien a la possibilité d'avoir un bon trio à chaque soir et ce trio ne sera pas tout le temps le même. Ça sera pas tout le temps Tatar, Dano et Gallagher qui vont fournir de l'offensive. Puis on sera pas là à attendre que les autres trios en fournissent, en espérant donc bien qu'on a de la profondeur. Cette année, tous les trios peuvent fournir. Puis je dis tous les trios là, parce que c'est pas vrai de dire que Lekonen, Evans puis Byron sont pas capables de fournir, parce qu'ils l'ont prouvé qu'ils sont capables de fournir. Puis c'est ça, avoir la profondeur. Le premier content, le premier gars le plus content, ça doit être Bergevin. Le produit qu'il a monté, sa glace a de l'allure. Puis le deuxième, c'est Jonathan Drouin. Il doit être content d'avoir Toffoli, Johnson, Gallagher, qui est encore là. Tous les ajouts qu'ils ont fait pendant l'été, il doit-tu être content d'avoir cette pression-là qui est disparue? Tu sais, il a fait une erreur en défensive, ça a causé un but, dans une victoire. Mais on a parlé une journée, c'est fini. On n'a pas parlé 2 semaines, là. On a parlé une journée, c'est fini après. Il doit-tu être content, vous pensez de ça, lui? Oui, vas-y. En fait, Pascal, on aurait juste... Ça a déjà été trop long d'en parler pendant une journée. Oh, je sais, mais tu sais, Mané, donne le temps aux journalistes, j'allais dire petits journalistes, je suis pas aussi haut que ça. On se considère un peu comme des petits journalistes, fait qu'on va faire attention pour pas écœurer. C'est ça. Tu sais, laisse-le le temps de s'adapter, là. Ils vont arrêter de voir le négatif dans tout, puis ils vont juste apprécier le spectacle qu'on a. Une erreur, ça arrive. Il y en a qui l'ont dit, ça arrive, des erreurs de même, mais il y a tout le temps qu'il faut qu'ils brassent tout, là. Fait que là, ça va arriver encore pour n'importe quel joueur. Mais bon, bref, il doit tellement être content de lui. Ouais, puis tu sais, c'est parce que le problème dans tout ça, là, l'histoire de critiquer Drouin parce qu'il a fait une erreur, là, tu mets Kéké qui fait la même erreur, puis tout le monde va parler du repli défensif qui a fait le chiffre d'avant. Personne va parler de cette erreur-là. Ben non, mais le monde va juste dire que l'erreur de Kéké, c'est de la faute à Toffoli puis Armia, c'est tout. Il est surprotégé, Kéké. Je pense qu'on va embarquer tout de suite sur ce sujet-là. Il est surprotégé parce que le monde, il veut se sécuriser sur ce choix-là, un peu reach au repêchage 2018. Ils veulent se sécuriser, ils disent non, le Canadien n'a pas fait d'erreur, donc il surprotège. Ça arrive dans toutes les équipes. Là, on est avec Kéké. C'est très flagrant. Pas mal sûr qu'il va avoir une bonne carrière, mais il faudrait voir le joueur pour ce qu'il est en ce moment. Ça sera pas un Barkov, ça sera probablement pas un Kopitar. Faut voir. Faut baisser nos attentes un peu, puis juste le laisser jouer, puis on verra. Là. Mais oui, en effet, non, il protège tellement. Là. Je disais avant qu'on commence à enregistrer que là, Toffoli a fait ses buts, c'est rendu, là, on peut plus chialer sur Toffoli. Kéké a fait une passe sur un but de Toffoli. Kéké nous a montré que c'est un centre numéro 1. Puis Armia, lui, par exemple, ça reste un mauvais joueur. Je vous invite tout le monde à revisionner Armia hier. Armia a très bien travaillé pour permettre à Toffoli de faire ses buts, puis à Kéké de faire sa passe. Ben, particulièrement est-ce que c'est le premier but que c'est Armia qui a très bien travaillé pour que Kéké ramasse le disque puis fasse la passe à Toffoli? Mais personne n'en a parlé de ça parce que Armia, cette année, on a décidé que Byron et lui, c'était les deux souffre-douleurs du Canadien de Montréal. Donc, même si Armia a fait un très beau travail, on va taper des mains pour Toffoli et Kéké, mais Armia, ben non, c'est de sa faute si Kéké produisait pas au début de l'année. Je pense qu'il faut... Vas-y. Non, toi, vas-y. Non, j'avais fini, Pascal. Ce qui est étonnant un peu avec Armia, on voit tous les outils. C'est le manque de constance. Mais c'est tout le temps ça pour les gros joueurs. Anderson, c'est ça qu'on voit un peu. Oui, il est bon, là, mais il va en avoir des périodes moins productives. C'est un peu pareil avec Armia. Mais même s'il y a une mauvaise game offensivement, dans les batailles long des rampes et en défensive, on peut pas chialer contre ce gars-là. Je comprends pourquoi il laisse avec Kéké et Toffoli. Ça fait 3 marqueurs sur le même trio, ce qui m'énerve un peu. J'aimerais plus voir un gars d'énergie ou bien un fabricant de jeu. Mais c'est que la vie est ce qui est, là. C'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave. Puis ça m'énerve un peu aussi que le monde il chiale sur Armia. Mais bref, il en faut des souffres-douleurs, que ce soit lui, que ce soit un autre. Il va toujours en avoir. C'est parce qu'au début de l'année, le mot d'ordre, c'était « Tout le monde est dans la bonne chaise cette année ». Ça inclut Armia, là. Oui. Tout le monde. Là.
Armia, je m'excuse aux auditeurs qui croient que Yoel Armia, c'est un joueur de deuxième trio parce qu'il a fait une trentaine de points l'année passée sur le deuxième trio. Mais Yoel Armia n'est pas un joueur de troisième trio. C'est au mieux un joueur de troisième trio. Au mieux. Donc là, si il joue mal, je vois aucun inconvénient à l'envoyer sur la quatrième ligne. Moi, personnellement, je verrais Byron avec Toffoli et Keke. À mon sens, ça prend une injection de vitesse dans ce trio-là. Tu sais, Armia, on l'apprécie pour son physique. De la façon que Keke joue cette année, là, Keke, il est physique. Il n'y a pas besoin d'un autre joueur physique sur son trio. Là. Qu'on lui donne la vitesse. On a Byron avec la vitesse, Kotkaniemi qui est physique, puis tu sais, on a l'air de toujours chialer là, contre Keke, là, mais tu sais, le long des bandes, là, il s'est beaucoup amélioré. Là, oui. Fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un Armia pour performer le long des bandes. Puis avec ça, tu as un Toffoli que, contrairement à ce qu'il nous avait montré dans les premiers matchs, Toffoli, c'est un gars qui peut la mettre dedans. Puis au dernier match, il l'a montré, là, il y a 3 buts. Là. Mais reste que Toffoli, c'est un marqueur. Rendu là, sur la troisième unité, tu te retrouves avec Jake Evans, Armia et Lekonen, qui est à mon sens un très bon quatrième trio quand même. Tu sais. Oui. Fait que, faut arrêter de se fâcher à propos d'Armia parce que il est dans la bonne chaise. Puis j'écrivais aussi cette semaine. Puis d'ailleurs, je mentionnais tantôt que tu sais, faut faire attention à ce qu'on dit parce que sinon on se fait traiter de hater. Mais tu sais, moi je mentionne que en fait, mon opinion sur Keke, là, c'est assez simple. Je trouve présentement qu'il est sur un troisième trio. Sa place est exactement là et je suis très content qu'il soit sur la troisième unité. Keke n'est pas le deuxième centre du Canadien de Montréal, c'est le troisième. À lui de montrer qu'il est capable d'aller sur la deuxième unité. Présentement, il l'est pas. Puis c'est bien correct. C'est la troisième unité. Il peut travailler toutes les choses qu'il a à travailler sans avoir la pression d'être un moteur offensif important et crucial dans cette formation-là. Parce que Dano, il fait un très bon travail présentement. Donc, il est où le... T'sais, ça commence, là. Keke a marqué hier, puis les gens modifient leur trio, puis ils mettent Keke sa deuxième. Tu sais, il est parfait, là, sa troisième unité. Là. Il est parfait, puis il va jouer en powerplay, puis il va jouer 15 minutes, 16 minutes par match pareil. Tu sais... Puis c'est pas tant une troisième ligne. Ben, c'est ça. Tu sais, on dit tout le temps. C'est ça. Tu sais, on dit tout le temps que le Canadien, ils ont de la profondeur, mais s'ils ont de la profondeur, là, on devrait même pas appeler ça un premier, deuxième, troisième, quatrième trio. On devrait appeler ça 4 trios, puis c'est chacun votre tour, puis chacun leur situation, c'est tout. Là. Exact. On n'a plus rien à rajouter. À moins que Max, t'avais d'autres choses à rajouter sur ton chum Keke, là, mais... Caulfield vient de scorer. Ah ouais, bon, Caulfield, Maurice Richard. On parlait de... D'ailleurs, ça me fait penser parce que j'ai noté quelques sous-questions par rapport au CH. Puis je parlais de Philippe Dano et de son trio. Là, à la fin de la saison, il est tôt. Là. On s'entend, là, il est très tôt pour avancer des choses comme ça. Mais je serais curieux de vous entendre, messieurs, sur les fameux dossiers de cet été. Parce que là, ça va être tough. Là. T'as Tatar puis t'as Dano à prolonger. À mon sens, tu peux pas vraiment prolonger les deux. Selon vous, qui est le plus à risque de changer d'équipe? Autant à la date limite que cet été pour partir sur le marché des joueurs autonomes. Ben, si Dano, il s'appelle Johnson, je pense que ça serait Dano, mais encore là, ça va dépendre du gars aussi, là. Tu sais, le Canadien peut bien décider qu'il préfère garder Tatar que Dano, ou Dano que Tatar. Si le gars que le CH préfère garder, ça ne tente pas tant de rester à Montréal, ben là, le Canadien peut pas faire grand-chose pour ça, à part overpay, puis on veut pas ça en ce moment. Mais c'est une bonne question. Aux ailes, je pense que ça dépend un peu des performances de Drouin, dans le sens où si Drouin performe super bien cette année, on va peut-être pouvoir se dire OK, peut-être qu'un gars comme Tatar devient moins nécessaire. Même chose peut-être pour un Kotkaniemi. Si Kotkaniemi
à un moment donné, il y a son éclosion cette année. Ben, peut-être qu'on va pouvoir se dire, OK, qui est prêt à jouer top 6 la saison prochaine, on a peut-être moins besoin d'un Dano. Donc, je pense que ça va dépendre beaucoup des performances, non seulement des gars impliqués en Tatar et Dano, mais aussi des performances des autres gars. Et que là, on va en arriver à un moment donné à se dire, OK, ben notre plus grand besoin, c'est Dano ou Tatar. Je pense que ça va être simple de même, ça va dépendre des performances d'un peu tout le monde dans le club. Parce que au niveau salarial, les deux vont possiblement demander sensiblement la même chose. Peut-être que, en fait, je sais même pas lequel c'est en mesure de demander peut-être plus d'argent que l'autre, dans le sens où Dano, moins productif offensivement, mais on connaît l'apport qu'il a défensivement, donc ça peut lui servir d'argument certainement pour demander plus d'argent. Tatar a les points pour demander plus d'argent. Donc, non, je pense vraiment que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Tu l'as dit, il est terriblement tôt, là. Dans ta liste, Max, tu as mentionné ça va dépendre de Kéké, ça va dépendre de Drouin. Moi, je rajouterais une petite carte cachée à ça. Ça dépendrait aussi de Jake Evans, puis ça me fait très peur. Parce que si on voit que Jake Evans se développe très bien cette année sur le 4e trio, puis que là, on décide de dire, crime, Jake Evans, là, on pourrait le mettre comme 3e centre. On va rusher Kéké sur le 2e, puis on va bien l'entourer, ça va bien aller. On va mettre Evans à la 3e, comme ça, nos joueurs de centre vont être comblés, puis on va mettre Peeling à la 4e à la limite. J'ai une crainte à ce niveau-là, moi, que ce soit vraiment les performances d'Evans qui dictent l'organisation à se dire, OK, on monte Kéké sur le 2e trio, Evans 3e, puis Dano Babac. Ça pourrait arriver dans le sens où là, ton Piqué, t'es correct avec Suzuki puis Evans. Tu sais, Dano a beau être très bon, le Piqué fait le travail avec Suzuki et Evans. Donc, tu sais, peut-être Peeling va être un gaucher aussi, à l'aile gauche aussi. On sait pas comment ils vont finir par le développer parce qu'il n'y a pas vraiment de place au centre. Écoute, Tatar versus Dano, c'est clair que ils seront pas échangés. C'est ça qu'on voulait l'année passée, puis c'est là qu'ils valaient le plus, surtout au niveau de Tatar, mais c'est clair qu'ils ne changeront pas, ils visent la coupe. Fait que c'est clair que cette année, ils finissent la saison à Montréal. Au niveau des signatures, je pense que Dano peut être une meilleure signature que Tatar. Tu sais, Tatar, c'est avant d'être le Canadien, c'était mon joueur préféré. Pour moi, sûr que je peux te dire encore, c'est pas mal mon joueur préféré. Puis, mais tu sais, c'est pas un joueur qui domine en série. Comparément à Dano, qui est vraiment utile en série, Tatar l'est pas mal moins. Donc, je pense que ça va faire en sorte que c'est plus Dano qui va être signé. Mais là, si Dano est signé à long terme, 5 millions par saison ou 6, ben, tu vas payer cher ton 3e trio, là. Ton centre de 3e trio, si tu penses que Kéké va être un joueur de 2e trio éventuellement. Donc là, écoute, très bonne question là, de Astor, c'est qui qu'on va signer. Est-ce qu'au moins Petrie signé? Ça, on peut se l'enlever de la tête. Là. Puis Gallagher aussi. Tout va dépendre de leur saison. Comme vous avez dit, il y a tellement des facteurs. On verra. Puis un autre point aussi que je voulais discuter avec vous, les boys. 2 acquisitions qui ont été réalisées à l'aube de la saison 2021. On parle de Corey Perry et de Michael Frolik, qui n'ont toujours pas foulé les patinoires pour la saison actuelle. Comment voyez-vous l'intégration de ces 2 vétérans-là dans l'équipe? Est-ce que c'est forcément en lien avec une blessure qu'on va faire appel à ces gars-là ou vous pensez que tôt ou tard, on va faire appel à Corey Perry et à Michael Frolik? Ben, Perry, je pense que ça va être un peu plus tard quand il va y avoir plusieurs matchs de jouer contre des équipes puis qu'on sait que ça va brasser. C'est un joueur qui aime ça, là, se chamailler. Donc, je pense que il va être utile à ce moment-là. En ce moment, ce qu'on veut, c'est de la rapidité puis scorer des buts. Là. Perry, c'est plus un gars rapide, vraiment. Oui, il est capable de scorer encore, mais pas tant que ça. T'sais. Fait que là, pourquoi enlever Armia? Pourquoi enlever Lekonen ou Byron? T'sais? Non, t'enlèves pas ça en ce moment. Donc, je pense que c'est vraiment plus les blessures ou un peu plus tard dans la saison quand on va avoir besoin de robustesse. Ouais, ben je pense comme Pascal, mais je pense vraiment surtout que ça va passer par des blessures. Avec le bon début de saison que l'équipe a, tu veux pas briser la chimie, tu veux pas séparer un des trios.
tu veux le plus possible garder ça comme ça en ce moment. Fait que je suis pas sûr que ça serait la bonne décision d'amener un autre gars, en sachant pas trop comment il va réagir, étant donné qu'il a jamais joué dans ton système, qu'il a jamais joué dans ton équipe. Exact. Puis, dernière question, messieurs, que je voulais qu'on aborde concernant le Canadien. La brigade défensive en général. Tu sais, on a parlé tantôt de Jeff Petrie, qui est le premier défenseur de cette organisation-là, et je suis pas mal sûr, en fait, que sur le podcast, on est pas mal unanime pour ce sujet-là, mais on est aussi unanime que ça fait plusieurs mois, plusieurs années là, qu'on dit ça. Là. En fait, ça fait au moins un minimum depuis l'année passée. Minimum qu'on dit que Jeff Petrie est le premier défenseur de cette équipe-là. On a ajouté Romanov à l'équation, qui est présentement, ça fonctionne très bien. Avez-vous cependant certaines inquiétudes par rapport au reste de la brigade défensive? Je parle de Joel Edmondson, Ben Sherratt. Comment trouvez-vous le travail de ces défenseurs-là qui sont pas nécessairement des gros moteurs offensifs? Pensez-vous que ça va toffer longtemps? Moi, là, regarde, je vais y aller avec mon point, là, mais je trouve que la défensive, elle est grosse, mais je pense que sur le long terme, on risque de voir plusieurs fers ressortir de cette brigade défensive-là. Je sais pas si c'est le même avis que vous partagez. Ben, personnellement, en ce moment, je me dis que on n'a pas de raison de s'inquiéter plus qu'il faut. Est-ce que pour la suite, il y a des risques que ça devienne chancelant un peu en défensive? Peut-être, en effet, que la rapidité des équipes canadiennes va, à plus long terme, venir à bout de la défensive du CH plus lente, plus robuste. Écoute, ça se peut très bien. Moi, mon inquiétude en ce moment se trouve pas mal plus. Puis je suis surpris qu'on n'ait pas parlé encore, mais de l'indiscipline autant en attaque qu'en défense. Là. Je pense que c'est la chose pour laquelle il faut s'inquiéter. Je pense qu'il faut pas attendre encore 2 semaines avant de s'inquiéter pour ça. Là. Ça serait pas mal de temps à soir. En effet, puis tu sais, je veux finir le point sur la défensive. Tu sais, moi, si les divisions étaient comme avant, je m'inquiéterais un peu plus parce que les Canadiens n'auraient pas la meilleure défensive de l'Atlantique. Mais là, division canadienne, t'as Calgary qui a une meilleure défensive. Ben, en tout cas, égale ou supérieure. Ouais, ben, même là. Même là, c'est ça. Ben, moi, j'adore Calgary, fait que je suis pas un fan, mais je sais pas. En tout cas, bref, ils sont bons. Leur défensive est meilleure que les Oilers, meilleure qu'Ottawa, meilleure que Toronto, puis probablement meilleure que Vancouver aussi. Fait que ça me fait pas peur pour l'instant. Mais t'enlèves Petrie à cause d'une blessure, tu commences à être pas mal plus tough, là. Fait que on vante la profondeur du Canadien en attaque, mais à l'offensive, de Mété. Puis après ça, t'as pas grand-chose. Si tu perds un gros élément, ça va être vraiment tough de s'en remettre, là. Et là aussi, mon inquiétude, là, c'est que présentement, les défenseurs, puis tu le dis, Max, pour vrai, on a rien à chialer sur le Canadien présentement. On aimerait bien ça. Non, c'est pas vrai. Non, on est bien content pour vrai que ça aille bien. On a rien à chialer, mais c'est là mon inquiétude. C'est présentement, les défenseurs sont tous à leur bonne chaise, mais dès qu'il y en a un qui va tomber, à la limite, là, le seul qui peut se permettre de tomber au combat, c'est Brett Kulak, parce que, mettez avec Romanov, ça sera pas si pire que ça, là, à la limite, Romanov, mettez, c'est pas si... Mais du moment que tu perds un autre défenseur, là, je vais être inquiet un peu. Si tu perds Edmondson, c'est Romanov qui va aller là. Donc, Mété prend la place de Romanov, puis Mété Kulak, c'est pas tant une bonne paire, là. Fait que ça reste un problème. Mais bon. On a Price. Qui connaît pas un temps bon début de saison. Ouais, mais tu sais, c'est ça, là. Ça, c'est relatif, là. Non, mais tu sais, c'est relatif, là, le début de saison, surtout pour un gardien de but. Bon, c'est pas grave. Le premier match contre Edmonton, Price était le sauveur, puis c'est le gardien à 10,5 millions. C'est celui-là qu'on a, puis il mérite son salaire, puis 2 jours après,
où quelques jours après, il donne 5 buts contre Vancouver parce que sa formation a été totalement indisciplinée. Puis là, Price a pas un bon début de saison. T'sais, moi, je regarde pas mal les débuts de saison des gardiens, là, puis présentement, là, dans tous les bons gardiens de la Ligue, là, il y en a pas ben qui performent. Il y a beaucoup de buts qui se fait. Puis, tu sais, Price contre Vancouver, la défensive laissait les joueurs de Vancouver dans l'enclave sur le tir sur réception. On peut pas faire grand-chose en tant que gardien pour ça. Là. Mais tu sais, mon sentiment général au niveau du Canadien, c'est enfin, je peux prendre pour eux autres. C'est mon équipe, le Canadien. Enfin, je suis un fan de repêchage, puis le repêchage, en ce moment, je m'en torche. Je suis vraiment content de voir les Canadiens amorcer des points, puis ça a fait la première fois depuis environ 2017. Donc, je suis très content. Mais sinon, comme je mentionnais dans l'intro, il y a tout de même plusieurs autres formations qui évoluent présentement. Puis j'aimerais ça savoir votre opinion là-dessus, les boys. Les Sens ou les Oilers comme dernière formation de la division canadienne? Je vois, Max, le découragement dans ton visage parce que je sais que t'es quand même un peu high sur les Sens puis je sais que t'aimes les Oilers. Fait que j'ai préparé la question juste pour toi. Ben, c'est parce qu'il y a tellement deux Koskinen, ça n'a pas de sens. J'ai jamais vu un goaler qui pouvait sortir autant de deux façons différentes. Koskinen peut tellement sortir t'as aucune idée quand le match commence. En fait, c'est pas vrai, tu le sais. Ça te prend 1 minute quand le match commence, savoir lequel Koskinen est là ce soir. Le bon ou l'atroce. Ouais. Il y a pas d'entre-deux, là. Soit Koskinen va être très bon, soit Koskinen va être dégueulasse. Contre le Canadien, hein, on a vu le mauvais Koskinen. On a vu les deux, en fait. Ouais, ben c'est vrai, contre les Canadiens, en fait, je pense que c'est une troisième période à un moment donné. En tout cas, il y a une période, on dirait que là, Koskinen s'est dit, bon, cette période-là, c'est 6 contre les Canadiens, je pourrais bien me donner. Mais c'est tellement un gardien inconstant, puis c'est plate, parce que là, avec la blessure à Mike Smith, disons que les Oilers sont dans le trouble un petit peu, parce que Koskinen va goaler tous les matchs. C'est pas compliqué, ça va être ça. Koskinen va goaler pas mal tous les matchs. À Ottawa, c'est difficile de dire à quoi on s'attend. Autant l'équipe peut bien jouer, autant à un certain moment, le manque de talent va les rattraper. Puis là, on le voit ce soir, je pense qu'après 2 périodes, ils perdent 4-0 contre les Jets. Il y avait une avance de 2 buts à 2 jours contre les Jets. Ils ont perdu en prolongation. C'est sûr que c'est l'équipe la moins talentueuse sur papier, là. Donc, ça va probablement les rattraper. Je vois pas les Sens finir devant les Oilers. Je vois peut-être les Sens éviter le dernier rang de la division, mais je pense pas que ça va être face aux Oilers. Je peux pas croire que les Oilers avec McDavid et Draisaitl sur une saison de 56 matchs vont autant foirer. Je vois pas que ça peut arriver. Surtout que Koskinen, c'est pas un mauvais gardien. C'est un gardien qui se présente parfois, puis d'autres fois, il se présente pas. Mais il y a des soirs qui va se présenter puis qui va te permettre d'aller chercher la victoire pratiquement à lui seul. On l'a vu depuis le début de la saison. Donc, je peux pas croire que les Sénateurs vont pouvoir passer devant les Oilers. Je pense que les Oilers, ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant que ça se place, mais je pense que quand ça va s'être placé, ça va bien aller. Il me fait tellement penser à Roman Cechmanek, là. Ancien goaler des Flyers, ce gars-là. Il patine. Trop jeune. Ouais, je sais, tout est trop jeune, là. Mais il me fait tellement penser à Roman Cechmanek que sérieusement, il patine au fond, il nage en avant de son net. Des fois, il fait des arrêts incroyables. D'autres fois, il échappe son gant, il ramasse. Hop, il y a une rondelle qui passe à côté de son casque. Tu sais, il faut qu'il soit dans sa zone, puis il l'est pas tout le temps. C'est ça le problème. Mais je pense pas moi non plus que les Oilers vont se faire battre par Ottawa d'ici la fin de la saison. Peut-être Winnipeg pourrait se faire battre par les Sénateurs, mais... Moi, je pense que ça serait les Flames. Au début de la saison, je pensais que ça serait les Flames, mais là, en ce moment, c'est... J'ai toujours dit Flames vont en série, mon gars. J'aime trop cette équipe-là. J'ai appris à les aimer, pas Kachuk, là, mais j'ai appris à les aimer, surtout leur défensive avec Rasmus Anderson. Mais bref, ça va tellement être une belle saison pour la division canadienne. C'est dur de faire des pronostics, là. C'est trop égal. Koskinen, il gagnerait tellement à plus geler la rondelle. Moi, c'est ce qui me fait le plus capoter dans son style. La rondelle est en avant de lui, là.
dans son rectangle, il a la possibilité de mettre la mitaine dessus, d'arrêter le jeu, puis de donner une mise en jeu à son équipe, puis il est pas capable de le faire. Il regarde la rondelle passer, puis il touche pas. Mais c'est parce que déjà que tu as une défensive qui a de la misère à sortir la rondelle de la zone, veux-tu bien mettre ta mitaine sur la rondelle puis te donner un face-off à ton équipe? Tu sais, c'est la base. Chez un gardien de but, là, c'est la base de geler la rondelle quand c'est le temps. Ton équipe peut faire des changements. Tes défenseurs sont pas pognés sur la pression dans le fond de la zone. Tu viens calmer le momentum. Il gagnerait tellement à faire ça, mais comme tu dis, il nage dans son rectangle. Puis pourtant, il voit bien la rondelle. Tu le vois, ses yeux sont sa rondelle, mais il le fait pas. Fait que les Oilers m'ont vraiment beaucoup déçu à les regarder là, contre le Canadien. Là. Ils m'ont déçu. T'sais, moi, je trouvais qu'ils avaient fait de belles acquisitions pour leur profondeur offensive, mais visiblement, il manque encore vraiment beaucoup d'effectifs en défensive selon ce qu'on a pu regarder jusqu'ici, là, parce que ça peut changer. Ouais. La saison est très jeune. La perte de Scar Cliffbaum fait tellement mal aux Oilers. Oui, puis on a décidé de la remplacer. On a décidé de la remplacer à l'interne plutôt que, tu sais, c'est ça. On a fait certaines signatures, tu sais, des bonnes signatures, mais tu sais, c'est ça. On a décidé de remplacer à l'interne, c'est ça que ça donne. Sinon, si on y va de manière plus générale, on parlera pas du Canadien, on va parler du reste de la Ligue. Ça peut être autant chez les recrues, des équipes, des gardiens de but, peu importe. Nos surprises jusqu'ici, en ce début de saison. Je commencerai avec toi, Pascal. Quelles sont tes surprises pour ces 3, 4, 5 matchs joués jusqu'ici? J'ai 2 noms. Une, que c'est pas une tant de c'est pas tant des surprises, c'est plus genre un soulagement. Parce que je m'en fais pour les jeunes joueurs de la Ligue nationale de hockey. Je m'en fais beaucoup. Premièrement, Jack Hughes. Très content de voir la prise de confiance de ce gars-là en début de saison. On voit le Jack Hughes qui jouait dans la USHL. Adore avoir la rondelle. Joue en périphérie, surtout en périphérie. C'est pas un joueur qui va jouer dans le trafic souvent. Là, pour créer des chances de marquer. Il va manipuler la défensive. Écoute, vraiment le fun à voir aller. Je suis vraiment content de le voir aller comme ça. Ensuite, autre joueur, Kirill Kaprizov, Minnesota. C'est rendu le fun de regarder Minnesota jouer. Ça fait combien de temps? Deuxième. Oui, c'est fou, là. C'est vraiment le fun à voir. Je sais pas si vous l'avez regardé des matchs de Kaprizov à date, là. Oui. Tout un joueur de hockey. Je l'ai vu beaucoup dans KHL à cause de Romanov, là. Mais dans National de hockey, c'est le même joueur, mais avec des meilleurs joueurs. Donc, c'est un très bon, en tout cas, c'est préféré. Puis on va se le dire, Pascal, là, pour surfer sur le Wild, là, mais je regarde la division présentement. T'as pas mal Vegas, Saint-Louis et Colorado, que c'est pas mal des locks pour les séries. T'sais. C'est un peu ça pour toutes les divisions, sauf peut-être la canadienne. Là. Mais tu sais, t'as 3 équipes que c'est quand même, à moins d'un incident de parcours majeur, là, 3 équipes qui vont faire les séries, puis ça va se battre pour le 4e rang. Mais je regarde les autres formations, là, puis moi, je vois pas les Kings, les Coyotes puis les Ducks en série. Fait que c'est les Sharks ou le Wild. Là. Puis pour vrai, tu sais, la saison est jeune, mais la façon qu'ils jouent, on pourrait peut-être voir le Wild en série cette année. Là. Très bonne nouvelle, sérieusement. C'est un bon marché de hockey en plus. Là. Bien content de voir enfin une vedette offensive avec cette équipe-là. Ouais, puis là, on va avoir Marco Rossi qui va se joindre probablement à l'équipe. Ouais, je sais pas si ça va être un facteur majeur pour cette formation-là, mais tu sais, moi, mettons, au niveau des surprises, c'était vraiment le Wild que j'allais parler. Pas nécessairement Kaprizov même, mais vraiment le Wild qui me surprend beaucoup, beaucoup. Honnêtement, je les ai regardés jouer contre les Kings. Puis j'ai trouvé, tu sais, on en a parlé souvent, on blaguait là-dessus, mais c'est plus l'équipe beige comme on aimait les catégoriser. Tu sais. Je dirais qu'au niveau des déceptions, ce serait facile de dire les Penguins de Pittsburgh. Mais
je suis pas nécessairement déçu parce que mes attentes sont réalistes quant à l'équipe. Tu sais, je les vois pas en série cette année. Fait que, tu sais, la seule déception à travers le club que je vois, c'est Tristan Jarry. Là. Il me déçoit beaucoup devant le filet. Pas de là à regretter Matt Murray, mais je commence à m'inquiéter beaucoup dans le filet. Je commence à... Ouais. Surtout avec la défensive. Là. On vient de perdre Ricola et Peterson en défensive, que Peterson, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. T'sais, là, on se retrouve avec Dumoulin et le temps, c'est tout en défensive. Parce que John Marino connaît pas une bonne saison jusqu'ici. Très décevant dans les deux sens de la patinoire. Fait que, finalement, ma déception, c'est les Pingouins, mais pas super déçu. Parce Pas que étonné. c'est un peu... c'est ça. C'est une déception, mais je suis pas étonné. Parce que je les vois pas en série cette année. Mais je m'attendais quand même à ce qu'ils donnent plus de torque à leurs adversaires. Alors que présentement, c'est assez facile de jouer contre les Pens. Du côté de mes surprises, je pense que Jacob Chychrun des Coyotes de l'Arizona sans Skyhun, il a 5 points en 4 matchs actuellement. Et je nomme le gars, mais je pense que je nommerais les Coyotes aussi. Quoique, c'est peut-être pas tant une surprise pour moi parce que les Coyotes, c'est une équipe que je voyais quand même être potentiellement dangereuse cette année et se forcer une place en série. Mais non, Chychrun, là, je pense que qu'il fait bien. Sans nommer aussi Phil Kessel, qui a quand même un bon début de saison. Sinon, dans les surprises, Jack Hughes, je pense que c'est assez évident, mais tu sais, c'est pas tant une surprise, mais on est content. Tu sais, je pense qu'il fallait s'attendre à ce qu'à un moment donné, ça marche pour lui, là, avec le talent que ce gars-là a. Mais on est content que ça arrive. Sinon, écoutez, il y en a un qu'on ne peut pas ne pas nommer, là. Bobby Ryan. Oui. Je le savais! Non, mais je pouvais pas ne pas parler de Bobby Ryan. J'écris des textes sur tous les jours. J'écris des textes sur lui à tous les jours. Je suis ses exploits, là. Pour vrai, ça n'a pas de sens. C'est tellement une belle histoire. Le gars, il produit avec les Wings comme s'il n'y avait pas de lendemain. On peut juste être content pour lui. Sinon, je nommerais Alex Galchenyuk qui a joué son premier match avec les Sens. Est en train de jouer son deuxième au moment où on se parle, mais son premier match, là, c'était un Chucky comme j'en avais rarement vu un. Le gars travaillait, le gars back-checkait, puis offensivement, c'était le Chucky du bon vieux temps, a marqué un superbe but. Donc, moi, je suis pas surpris. Je m'attendais à ce que dès qu'il y a une chance, il la prenne, mais j'ai quand même été un peu surpris tellement. C'était moi quand il back-checkait, là. Hey, t'attends pas à voir ça en regardant un match, là. Galchenyuk back-checké. C'était une belle surprise. C'était une belle surprise. Puis dans les déceptions, je vais rien qu'en nommer une parce que elle est dégueulasse, puis c'est Tristan Jarry. Si j'enchaîne avec mes déceptions, c'est pas nécessairement des performances de joueurs, c'est plus des faits qu'on ne a pas encore vu jouer. Zegras, on l'a pas encore vu jouer. Byfield, on l'a pas encore vu jouer. Puis après ça, au niveau des organisations, je suis déçu des Rangers. Ça va pas super bien au niveau des Rangers. Ils ont mal utilisé Lafrenière dans les premiers matchs. Là, ils vont l'utiliser à gauche, où qui est habitué. Donc, je suis très content. J'ai hâte de voir ça. Puis, Buffalo, écoute, ils produisent, mais pas capable de gagner. Donc là, c'est encore ça qui se répète au niveau de Buffalo. Ouais. Tu l'as dit, c'est Buffalo. Ah, c'est Buffalo, c'est ça. C'est vraiment ça. Buffalo a toujours connu des bons débuts de saison offensivement, puis même au classement, Buffalo, souvent en début de saison, il se retrouve haut, puis finalement, après les fêtes, là, ça descend. Fait que, tu sais, quand t'as nommé les Rangers, je me suis rappelé que dans mes déceptions, je pourrais ajouter le gardien de but, Igor Shesterkin. J'ai écouté juste le premier match des Rangers cette année. Là. Je voulais regarder Lafrenière, évidemment, à son premier match. Et qui m'a déçu, là, le goaler. Pas juste parce qu'il a donné beaucoup de buts, là, c'est que dans sa technique, il était une demi-seconde en retard là, sur le timing. Là. Fait que, il m'a déçu. Je sais qu'il va se reprendre. Là, un gardien de but, premier match de l'année, c'est sûr que tu vas avoir une fraction de seconde de retard. T'es pas game shape. Là. Mais c'est quand même une bonne déception là, jusqu'ici, là, les Rangers.
Ah non, très, très, très décevant. Je regardais le match, puis je capotais. On s'attendait à une grosse saison de sa part, puis il n'est pas trop tard pour qu'il se reprenne, là, chez Sirkin, pas du tout. Mais comme premier match, et que c'était pas rassurant, là, les buts qu'il accordait, c'est une chose d'accorder beaucoup de buts, mais la façon de les accorder, c'en est une autre, puis c'était pas très joli. Dans les surprises, je m'avancerais à ajouter aussi Maxime Comtois. Ah ouais. Maxime Comtois, là, très bon début de saison. Là. Pour vrai, il a commencé le début de la saison dans le taxi. Puis pas sûr qu'il va y retourner, moi, dans le taxi, Maxime. Là. Il est en train pas mal de gagner sa place dans l'alignement. Là. Je crois qu'il est rendu à 3 buts. Son premier match de l'année, il a marqué 2 buts. Il en a marqué un dans le suivant, puis on pourrait nommer Nick Deslauriers aussi, qui a marqué 2 buts depuis le début de l'année. Les Québécois, ça va bien à Anaheim de ce temps-là. Pas à Columbus, par exemple. Anaheim. Ouais. Ouais, à Columbus. Columbus, c'est un dossier. Tu sais, je regardais pendant qu'on parlait dans le podcast sur le chat de TSLH, puis ça a l'air que Tortorella a encore lancé des messages ce soir à Dubois. J'ai de la misère à... Ça doit être l'enfer. Il aurait dû l'échanger tant qu'à ça pendant la saison morte. Là. Fait, on a passé full de temps sans jouer au hockey. Pourquoi ils sont pas décidés à l'échanger pendant ce temps-là? Je trouve vraiment que c'était un non-sens, cette gestion de dossier-là. Ça me fait penser un peu à Roberto Luongo dans le temps avec Vancouver. Là. C'est un non-sens pour moi. Là. Mais ça, c'est drôle que t'en parles, Pascal, parce que on va se le dire, là, les chicanes Tortorella-Dubois, ça dure depuis l'année passée. Tu sais, ça dure depuis la saison régulière, puis ça s'est poursuivi en série avec le fameux vidéo là, qu'on voit Tortorella en train de donner là, un char à Dubois. Puis le match d'après, il a marqué, je crois que c'est 3 buts. Et je pense qu'il y a un tour de chapeau, hein, le match d'après. En tout cas, il était très dominant. Puis là, tout le monde disait « Hey, Tortorella, c'est un dieu. Il a relancé Dubois. » Non. Là, tu sais, la cassure là était faite. Puis je trouve ça toujours drôle quand on relie Pierre-Luc Dubois avec le Canadien parce que la relation était déjà finie avec Tortorella. Puis la transaction Max Domi puis Anderson, elle s'est produite. C'est ça. Fait que, tu sais, si Dubois il avait à venir à Montréal, là, ben, il serait venu avant de signer son contrat de 5 millions dans la transaction de Domi. Là, c'est peut-être ça qui a mené... C'est peut-être le fait qu'ils sont parlé de Dubois qui a mené à une transaction Domi-Anderson. Ça se peut très bien, ça aussi. Là. Okay. On verra. On le sait pas. On peut spéculer comme on veut, mais on le sait pas. J'avais écrit un article justement que le 21 janvier, le Canadien va jouer dans 2 jours. Après ça, il y a une pause de 5 jours. J'avais parlé que pour le Canadien de Montréal, s'il y avait un échange à faire avec les États-Unis, avec une équipe des États-Unis, aujourd'hui, ça serait un bon moment pour le faire. Et dans mi-février aussi. Donc, restez à l'écoute. Gardez les oreilles ouvertes, tout le monde. Ça se peut très bien qu'il y ait plein de rumeurs qui pop dans les prochains jours. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, si on regarde encore du côté de Columbus, Max Domi, qu'on semble aimer pointer du doigt parce qu'il est benché, mais, tu sais, dans le cas de Domi, c'est pas correct de dire que c'est le début de l'année puis qu'il est dans une nouvelle formation. Tu sais, on peut pas dire ça. Cela dit, il a fait un très beau jeu ce soir en début de match qui a mené un peu les Jackets. Oui, mais tu sais, s'ils vont en prolongation puis qu'ils échappent la rondelle, watch out demain, par exemple. T'sais. Alors, faut pas qu'il perde sa mise au jeu. Non, c'est ça. Tu sais, puis Domi, il a pas le droit d'arriver dans une nouvelle formation puis de devoir s'ajuster. Tu sais, cet argument-là, il est pas bon pour Domi. Domi, c'est une peste, c'est une mauvaise attitude, puis c'est pour ça qu'il est plus à Montréal puis on est tous contents. C'est ça, c'est le narratif correct à avoir pour Domi. Mais quand tu parles de Toffoli, par exemple, tu sais, mais il arrive dans une nouvelle formation, il faut lui laisser le temps de s'ajuster, tu sais, c'est correct, tu sais. Ça, cet argument-là, on peut le prendre pour Toffoli. Mais c'est pour se sécuriser. Même affaire qu'avec les choix repêchage. C'est pareil que ça. Ouais. Sécuriser. Ouais, exactement. Exactement. Messieurs, je pense qu'on a fait un pas pire tour d'horizon de la Ligue nationale pour ce début de saison parce que c'est notre premier podcast en saison régulière. Quand on y repense, là, on a lancé le podcast en été, puis il y avait
il y avait plus d'NHL. Puis là, les séries ont recommencé. On a fait des podcasts pendant les séries, mais puis pendant le championnat mondial junior, mais on n'a jamais fait de podcast pendant la saison. Fait que c'était bien plaisant. C'était plaisant jusqu'à temps que Pascal monte son beau gilet du Canadien dans l'écran. Le Fafan, hein? Pascal le Fafan. Le Fafan, c'est fun. Mon petit maudit, toi. C'est le pire mot de l'histoire. C'est le fun pour ceux qui écoutent en audio. Ben, en fait, notre podcast, il est juste à l'audio, là. Ouais, mais, c'est ça, c'est le fun pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, merci à tous d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller consulter le lien qui va être dans la description de l'épisode. Si vous voulez venir jaser avec nous, laissez des commentaires, posez des questions, débuter des conversations, des débats. Allez-y, gâtez-vous. On teste un peu la patente là, avec Discord parce que il y a quelques possibilités là, avec cette application-là. Donc, on observe le tout. Puis, comme je vous dis, gâtez-vous, venez commenter nos takes, si on veut, nos points qu'on a parlé ce soir dans cet épisode. Puis, oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme que vous écoutez le podcast. Puis, partagez le podcast à vos amis, parlez-en. C'est comme ça, dans le fond, pendant la saison, que le TSLH podcast va continuer de grandir. Donc, on vous remercie bien gros pour ça. Puis on va se dire à la prochaine.